avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Dr Philippe Haïm. Bonjour. Merci de revenir dans le podcast Papatriarcat pour ce petit bonus où on va se parler d'un autre sujet. Donc un autre sujet que je ne connais pas forcément très bien et comme beaucoup de gens, je pense savoir des choses dessus et sûrement je me trompe. On va se parler de l'hypnose. Parce que vous, c'est un sujet que vous connaissez très bien. Oui, c'est un sujet que je connais depuis un certain nombre d'années. Je me suis formé à l'hypnose en 2007, par là. Donc voilà, ça fait 15 ans quand même. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est bien. Et puis j'ai écrit un petit livre dessus aussi pour essayer de répondre aux questions que justement beaucoup de gens me posaient parmi les patients, parmi les collègues. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par une définition, si je vous dis, ok, docteur, c'est quoi l'hypnose ? Alors c'est très difficile à définir justement. C'est très contesté la définition de l'hypnose. Et parce que en fait, quand on dit le mot hypnose, on parle de plusieurs choses. Quand on parle du mot hypnose, on parle à la fois d'un espèce d'état de conscience un petit peu particulier qui donne accès à certaines fonctions automatiques, on va dire, des fonctions qu'on appelle inconscientes et qui peuvent être un peu plus accessibles. Donc c'est un espèce d'état de conscience déjà. Mais quand les gens parlent d'hypnose, ils parlent aussi d'une forme de technique de communication, c'est une définition un peu plus étendue, et puis quand les gens parlent d'hypnose, ils parlent aussi d'une forme de relation à l'autre, une relation dans laquelle on va jouer sur la communication, l'imagination, l'influence qu'on a les uns envers les autres. Donc en fait, c'est pour ça que c'est difficile à définir, parce qu'il y a plusieurs dimensions en fait à l'hypnose. Voilà. Donc c'est avoir une définition en une phrase, c'est une vraie gageure. C'est pas très simple. Puis en plus de ça, des fois, on a tendance dans mon métier à dire l'hypnose que c'est une technique thérapeutique, mais elle n'est pas utilisée que en thérapeutique. Et donc, si vous voulez, même si on avait un état de conscience en commun, on pourrait avoir une relation qui est différente. Par exemple, l'état de conscience peut peut-être être le même quand vous voyez quelqu'un faire de l'hypnose dans un spectacle, mais la relation n'est pas la même. La relation, elle va être centrée sur le fait, en thérapie, de vous aider à découvrir des compétences, des possibilités, de changer quelque chose dans votre vie. Alors que dans le spectacle, la relation, elle va être centrée sur le fait que vous allez obéir à ce que vous propose, en tout cas la personne qui anime le spectacle. Est-ce que c'est vraiment possible, ça ? Pour moi, j'ai souvent tendance à dire que l'hypnose, c'est une sorte de révélateur. C'est un révélateur du contexte dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez voir un spectacle, la personne va vous laisser planer une image de l'hypnose, qui est l'hypnose, en gros, en apparence, c'est faire ce que quelqu'un nous demande sur une scène, devant tout le monde, pour amuser la galerie. Et vous le savez bien avant de monter sur scène. Et quand ils vont demander, mais qui veut bien monter sur scène ? Et puis ils vont faire des tests pour voir qui est réceptif, c'est-à-dire qui est prêt à obéir à ce que je lui fais. Les personnes qui restent sur scène et qui sont triées sur le volet, c'est des personnes qui sont très réceptives à l'idée, inconsciemment, que l'hypnose, c'est faire ce qu'on me demande devant un public pour amuser la galerie. Et on a tous cet aspect-là en nous, qu'on peut plus ou moins révéler, comme quand les enfants disent « je vais vous faire un pestacle ». Bon, on a tous voulu faire des pestacles parce que on a tous en nous ce côté j'ai envie de faire le pitre. Alors il est plus ou moins masqué quand on devient adulte, on peut être très renfermé, intimidé, ou au contraire plus extraverti, mais on a tous ce côté-là. L'hypnose va le révéler, mais elle va pas révéler autre chose, c'est-à-dire que sur scène, il va pas pouvoir faire une thérapie, ça va être compliqué. À l'inverse, moi dans mon bureau, qu'est-ce que ça révèle quand vous rentrez dans mon bureau de thérapeute pour faire de l'hypnose ? C'est quoi que j'ai envie de révéler ? C'est pas votre capacité à faire le pitre, c'est votre capacité à changer. La personne va me dire, je souffre, il y a un truc qui m'embête, je voudrais que ça change. Et j'y arrive pas tout seul. Donc, moi, je vais pouvoir peut-être faire une thérapie. Par contre, j'arriverai pas à lui faire le pitre dans mon bureau, même si je connaissais parfaitement la technique. C'est pour ça que je vous dis, il y a l'état de conscience, mais il y a aussi la technique utilisée, et il y a la relation que ça crée. Moi, ça n'aurait aucun sens, et je n'y arriverai pas. Même en étant un bon technicien, ce serait très compliqué dans un bureau de médecin de vous faire le pitre. Mais sur une scène devant tout le monde, ce serait très compliqué de vous faire une thérapie. Donc, c'est le contexte. Donc oui, bien sûr que c'est possible. C'est possible parce que le contexte s'y prête et parce que finalement, c'est même possible sans l'hypnose. C'est-à-dire sans aller peut-être aussi loin, mais faire le pitre à la télévision juste parce qu'on est devant une caméra, je veux dire, ça a toujours existé.
Et faire de la thérapie changer quelque chose, même sans l'hypnose, ça existe aussi. Donc, en fait, l'hypnose va juste le révéler, le mettre en lumière de façon un peu spectaculaire, impressionnante. Mais elle révèle des tendances qui sont en nous, en fait. On ne peut pas faire avec de l'hypnose quelque chose qu'on ne pourrait pas du tout faire sans. Ah oui, c'est vraiment très intéressant. J'aime bien enfin moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi un côté, du coup, où on s'autoconditionne la différence entre spectacle et thérapie. On s'autoconditionne à ce qui va se passer, ça crée des conditions favorables, quoi. On crée des conditions favorables à ce qui va se passer, et c'est tant mieux. Et par exemple, dans la thérapie, une des conditions favorables va être la confiance, mais comme dans n'importe quelle thérapie. Il faut que vous me fassiez un minimum confiance, ne serait-ce que pour accepter de fermer les yeux, ou de suivre mes instructions. Il faut que vous soyez déjà d'accord. Quelqu'un qui n'est pas en confiance, je ne vais pas brusquer les choses. Bien sûr qu'on se conditionne. Les relations qu'on a les uns aux autres, elles sont très conditionnées par le contexte. Là, on se rencontre dans ce contexte de podcast, on se parle d'une certaine manière. Si on s'était rencontrés parce que nos voitures s'étaient cognées l'une dans l'autre, on se serait parlé autrement. Si on s'était rencontrés il y a quelques années, étudiants à moitié ivres dans une soirée étudiante, on se serait parlé autrement, etc. Donc, en fait, le contexte dans lequel on se rencontre joue énormément. Et effectivement, j'ai pas la même attitude quand je suis dans mon bureau que si j'étais sur une scène en train de faire un spectacle, c'est sûr. Alors comment ça peut se passer, est-ce que l'hypnose peut, régler, beaucoup de choses? Je sais pas trop comment tourner cette question. C'est en gros, qu'est-ce que l'idée, c'est d'aller explorer un petit peu qu'est-ce que l'hypnose peut et qu'est-ce qu'elle ne peut pas? Alors là, il y a le côté thérapeutique. Est-ce que peut-être après on pourra parler des choses qu'on peut entendre aussi sur des gens qui se feraient opérer sous hypnose, il y a même des accouchements? Oui, bien sûr, ça c'est tout à fait possible. Et c'est même l'indication numéro un de l'hypnose sur le plan médical, c'est la douleur. L'hypnose, dans son utilisation médicale, c'est bon, moi je connais les autres utilisations, mais les utilisations médicales, c'est celle que je connais le mieux, parce que je fais de l'hypnose depuis longtemps dans un milieu soignant, je l'ai beaucoup pratiqué à l'hôpital, et puis j'ai formé beaucoup de gens, parce que je suis psychiatre, mais je suis aussi formateur, et j'ai formé beaucoup de gens à l'hypnose, que des soignants, et donc c'est des soignants qui l'utilisent à l'hôpital dans toutes sortes de milieux. L'indication numéro un de l'hypnose médicale, c'est la douleur. Donc ça peut être la douleur aiguë. Donc par exemple, il y a un accident, on s'est cogné, on s'est fait mal, on a très mal, douleur aiguë. Il y a la douleur qu'on appelle procédurale, c'est la douleur qui est induite par les manœuvres médicales, donc comme une opération chirurgicale, des points de suture, tous les gestes douloureux. Il y a des gestes médicaux qui sont hélas douloureux. Et puis il y a ce qu'on appelle la douleur chronique. Des gens qui ont des douleurs qui reviennent sans cesse, qui traînent, qui sont souvent influencées aussi par le stress et par d'autres facteurs psychologiques, mais pas seulement. Et des douleurs qui traînent, comme ça peut être des douleurs articulaires, des douleurs abdominales, des douleurs... voilà. Et la douleur, c'est vraiment... Je pense que c'est le domaine dans lequel l'hypnose est le plus pratiquée en France, dans le monde médical. Donc effectivement, la douleur procédurale, c'est un vrai contexte d'application aux urgences, et quand il y a des urgentistes formés, au bloc opératoire, quand il y a des anesthésistes formés. Donc oui, c'est tout à fait possible, oui, et c'est fréquent. Et comment ça se passe? Ça c'est une vraie question, hein, c'est comment ça se passe? Parce que j'imagine très bien dans l'imaginaire de potentiel de l'auditoire, des gens qui vont s'imaginer, quelqu'un qui va venir avec un pendule là et Alors on pourrait utiliser un pendule, non, et puis c'est rarement ouf, tu n'as plus mal. Alors c'est je difficile grossis de le trait, savoir. hein, je grossis le trait, hein. Non, mais je suis d'accord. Après, c'est difficile de savoir exactement comment ça marche. On sait que ça fonctionne. On a même pu le voir dans des examens d'imagerie cérébrale. On a fait des tests avec la douleur, etc. On voit qu'il se passe quelque chose dans le cerveau. On voit que la douleur arrive au cerveau, mais elle n'est pas traitée de la même manière. Elle est traitée un peu moins prioritairement. Donc, l'hypothèse que j'essaye en tout cas d'expliciter dans mon livre et qui est, voilà, je pense que c'est un peu comme ça que les gens l'expliquent. C'est que si vous voulez, vous avez beaucoup de perceptions à chaque seconde. À chaque seconde, vous percevez des tas de choses et toutes ces informations ne sont pas traitées avec la même acuité. Par exemple, là, on discute, les informations auditives, vous y prêtez beaucoup d'attention. Comment elles sont, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je vais lui répondre, là, vous traitez beaucoup. Mais il y a des infos que vous traitez pas beaucoup, mais qui sont là pourtant. Par exemple, si je vous demandais, est-ce que vous pouvez sentir le contact des vêtements sur la peau? Hop, on réfléchit 2 secondes, on sent le contact. Mais il y a 2 secondes, on le sentait pas. Si, en fait, on le sentait, mais il n'était pas traité. Parce que hiérarchiquement, c'est pas très important. Le cerveau se dit non mais ça compte pas. C'est pas ce qui compte là maintenant. Si vous avez une information d'alerte, comme la douleur, elle remonte dans les priorités, elle remonte dans la hiérarchie. Puis d'un coup, il faut s'en occuper parce que la douleur, ça c'est un réflexe animal. Un animal qui a une douleur, il s'en inquiète immédiatement parce qu'il sait très bien que s'il est blessé, il va être la cible des prédateurs, etc. La douleur, c'est prioritaire. Ok. Donc le principe de l'hypnose, peut-être, c'est d'aider à changer cette hiérarchie. Il y a des gens des fois qui se font opérer par hypnose ou qui ont des points de suture, etc. Et ils disent, je sentais la douleur, mais je sais pas, ça m'intéressait moins. C'est-à-dire que les suggestions du thérapeute, parce qu'elles sont bien formulées, on va dire, et que la personne les accepte et qu'elle est réceptive,
ces suggestions-là deviennent plus importantes. Le monde imaginaire dans lequel on va l'emmener, quelque part, ou les suggestions qu'on va lui donner sur son corps, etc., sur ses sensations, vont prendre le pas sur l'information douloureuse. L'information douloureuse va arriver, mais elle va être considérée moins importante par le cerveau inconscient, si vous voulez, pour le dire en des mots un peu comme ça. Et donc, ça va pas se passer avec un pendule. Les séances d'hypnose telles qu'elles se pratiquent maintenant, c'est plutôt quelqu'un qui vous parle et vous qui écoutez. Ça n'a rien d'hyper spectaculaire. C'est spectaculaire dans ce que ça peut produire. Et moi, je le vois bien en thérapie. Moi, je trouve ça spectaculaire que quelqu'un soit un peu moins anxieux, que quelqu'un soit moins marqué par un psychotraumatisme qu'il a vécu dans son passé, que quelqu'un soit moins déprimé ou des choses comme ça avec de l'hypnose. Je trouve ça épatant. Mais si vous filmez la séance, c'est pas très télévisuel, quoi. C'est pas très spectaculaire. Il n'y a pas eu de grands mouvements. Il peut y avoir de l'émotion, mais pas. Donc c'est pas hyper spectaculaire. Mais ce que ça produit est assez spectaculaire. Et c'est vrai que les opérations, c'est toujours ce qui fascine le plus les gens. Mais c'est totalement accessible et tous les soignants peuvent l'apprendre en quelques jours. C'est pas si compliqué que ça. C'est une capacité que nous avons. Mais en fait, on le sait qu'on a cette capacité. Je m'arrête là-dessus sur la douleur, mais on a tous entendu des histoires dans laquelle quelqu'un ne sent pas une douleur parce qu'il est occupé à autre chose. Un pompier va courir dans une maison en flammes pour sauver un bébé, il a même pas senti qu'il avait une fracture. Et il a couru avec sa fracture. Comment c'est possible cette affaire-là ? Chez les sportifs aussi. Les sportifs, ils se blessent, ils sentent pas leur blessure. Alors il y a des systèmes parce que ça, le muscle chauffe, etc., tout ce que vous voulez, mais enfin quand même, de pas sentir des blessures parce qu'on a mis un truc hiérarchiquement au-dessus, on peut atteindre des états de conscience. C'est possible hors hypnose. Donc c'est possible en hypnose. En fait, c'est ça l'idée. Ce qu'on ne peut pas faire en hypnose, c'est ce qui serait absolument pas possible sans. Donc, il y a des pathologies qu'on peut pas guérir avec de l'hypnose. Il s'agit pas de guérir un cancer avec de l'hypnose. C'est hors de question. Le rhume non plus, alors. Non, le rhume, de toute façon, le corps fait ça bien tout seul. Mais, ni le Covid. Mais bien entendu que quelqu'un qui a un cancer, par exemple, il va falloir qu'il ait le traitement pour le cancer. Par contre, s'il a des douleurs très difficiles, ben, ça peut aider. S'il a des nausées très fortes dues au traitement, ben, ça peut l'aider. Voilà, puisque ça agit sur la douleur parce que dans la douleur, il y a une part physique, où j'ai mal et à quel point j'ai mal. Mais il y a aussi une part psychologique, la souffrance, je souffre de cette douleur. Sur cette partie-là, on peut un peu agir, en fait. Il y a aussi que quand j'ai mal, j'anticipe la douleur à venir. Mince, ça va continuer. Ou je vois la douleur passer. Oui, qu'est-ce que ça faisait mal? Vous voyez, donc, par exemple, vous parlez des accouchements. C'est dur d'en parler quand on est un homme, mais ce que disent les patientes, c'est que quand, sur la fin, enfin, ce qu'on sait aussi sur les contractions très douloureuses, de la fin de l'accouchement, par exemple, vous allez avoir, et ça on s'en rend plus compte, vous avez par exemple une contraction qui dure 1 minute, puis vous avez 2 minutes où ça va se relâcher. Puis 1 minute ça se contracte, ça fait mal, puis 2 minutes ça se relâche. Le problème c'est que quand ça se relâche, si pendant la première minute vous êtes en train de penser à la contraction précédente, ah qu'est-ce qu'elle faisait mal celle-là, et la deuxième minute vous êtes en train d'anticiper la contraction suivante, qu'est-ce qu'elle va faire mal la prochaine, ben en fait vous avez mal tout le temps. Il y a des femmes quand on leur dit qu'il y a ce truc des contractions, elles disent non, moi j'ai eu mal en continu. En fait, physiologiquement, c'est impossible. L'utérus ne fait pas ça. Mais elles ont ce souvenir-là. Et en fait, si on apprend avec l'hypnose à être dans le moment présent, est-ce qu'on peut accompagner cette contraction ? Est-ce qu'on peut accompagner ce moment présent de relâchement ? Et on peut mieux le vivre. La contraction, elle aura lieu, puisque de toute façon, le corps, il le fait tout seul, en gros. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'idée. C'est comment on peut changer notre perception plutôt de la douleur. Voilà, pas la douleur elle-même. La douleur, elle est là. Mais la perception de la douleur. Et quand on change la perception de la douleur, ben, on change tout. Donc voilà, mais l'hypnose ne va pas guérir, ne va pas faire une opération chirurgicale, va pas réparer une fracture, va pas guérir d'une maladie comme, je sais pas moi, la schizophrénie, enfin voilà. Mais peut accompagner une personne qui a une schizophrénie à avoir moins d'anxiété sur certains points. Et il faut, voilà, c'est une forme de thérapie en tout cas sur ce plan-là. Et les autres indications, effectivement, il y a la douleur, il y a tout ce qu'on appelle le psychosomatique, quand le corps et l'esprit se mélangent un peu. Et puis, il y a quelques indications qui sont pas tout à fait médicales. Par exemple, c'est beaucoup utilisé pour la préparation mentale des sportifs de haut niveau. C'est pas tout à fait de la médecine, ils sont pas malades, si vous voulez. Mais ça peut s'utiliser de cette manière-là. Il y a quelques autres indications comme ça, voilà. Est-ce que c'est possible, dans les craintes que les gens peuvent avoir, est-ce que c'est possible qu'une personne que je vais voir, qui m'hypnotise, en tout cas qui met sous un état d'hypnose, me fasse des choses sans que je le sache? C'est-à-dire, je sais pas, je suis pas en train de dire que les thérapeutes sont malveillants. C'est juste savoir est-ce que c'est possible? Pareil, la question, je pourrais me demander, est-ce que c'est possible sans hypnose ? Et la réponse va être oui. Parce que pour moi, le problème n'est pas l'hypnose, en fait, si vous voulez, dans cette affaire-là. Le problème, c'est la vulnérabilité de la personne et une personne qui est disposée à en abuser.
des histoires de thérapeutes de toutes sortes, ou de médecins, médecins ou pas médecins, qui ont déjà commis des abus, et il y en a des centaines de cas. Est-ce qu'ils ont tous utilisé l'hypnose? Loin de là. Est-ce que certains ont utilisé l'hypnose? Oui, bien sûr. Si vous voulez, c'est la disposition des personnes. S'il y a une personne qui est très en souffrance psychiquement, et qui va vraiment avoir la tendance à confier sa vie, quelque part, à toute personne qui lui dit j'ai la solution, oui, elle pourrait tomber sous l'emprise d'une secte, oui, elle pourrait tomber sous l'emprise d'une drogue, et oui, elle pourrait tomber sous l'emprise d'un thérapeute malveillant. Donc, est-ce que l'hypnose va lui faciliter la communication pour la soumettre? Peut-être, parce qu'on apprend des techniques de communication. Mais est-ce que tout le monde peut faire absolument n'importe quoi sous hypnose? Non. C'est-à-dire que normalement, on ne fait pas sous hypnose quelque chose qui est en dehors de nos dispositions, de nos prédispositions. Si vous êtes en hypnose avec moi et que je vous dis de vous déshabiller, si vous n'êtes pas exhibitionniste, vous n'allez pas le faire. Vous allez me dire non, je veux pas faire ça. Ou si je vous dis d'aller tuer votre voisin, si vous n'êtes pas meurtrier, vous n'allez pas tuer votre voisin. Par contre, si vous êtes tellement mal et que je serais tellement malveillant que j'ai envie d'abuser de la situation et que je vous dis pour guérir, la seule chose que vous devez faire, c'est vous déshabiller ou aller tuer votre voisin, peut-être qu'en m'y prenant mal, vous allez finir par le faire. Voilà. Donc c'est une question très très complexe et très très touchy aussi en hypnose. Mais voilà, je pense que ça tient plus aux dispositions de la personne et à la relation, parce qu'on a déjà vu des gens dans d'autres formes de thérapie abuser de leurs patientes. D'ailleurs, je l'ai dit au féminin parce que c'est plus souvent des femmes, mais ça peut arriver des hommes aussi. En fait, c'est ce que je comprends moi, c'est que c'est pas un sujet d'hypnose, c'est un sujet d'éthique et de disposition de la personne. Je pense que c'est un sujet d'éthique. Maintenant, il est vrai que l'hypnose fait souvent penser à ça, parce que vous allez quelque part dire ou faire des choses que, non pas que vous vouliez pas faire, mais vous imaginiez pas faire. Vous allez voir certaines images, vous allez ressentir certaines sensations, c'était pas prévu. Enfin, en même temps, heureusement, parce que si tout était prévu, vous avez pas besoin de moi. Donc oui, c'était pas prévu, donc ça peut faire un peu bizarre, mais c'était prévu que dans une certaine limite, vous allez suivre mes instructions. J'ai envie de vous dire, c'est comme si je suis médecin et que je vous dis de prendre un médicament. Vous allez peut-être avoir des effets qui n'étaient pas prévus. Mais c'était prévu dans votre tête que vous alliez suivre l'ordonnance, même sans savoir exactement quelle est la molécule. La plupart d'entre nous, on va prendre un traitement, on ne sait pas comment agit la molécule, vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, je vois très bien puisque le jour où on enregistre, j'ai un traitement pour mon otite qui est passé, mais l'antibiotique m'a fait de sales effets secondaires, malheureusement. Donc voilà. Donc effectivement, il y a dans l'hypnose un côté spectaculaire, un peu théâtral, si vous voulez. C'est le petit théâtre de l'hypnose. Installez-vous, fermez les yeux, etc. On voit ce côté théâtral qui aide, qui contribue aussi à ce que notre imagination voit de l'efficacité. Ça donne une motivation inconsciente. D'accord? Donc oui, on a ce côté spectaculaire, et évidemment la question qui vient, c'est dans quelle mesure vous avez de l'influence sur moi? J'ai de l'influence sur vous dans la mesure où vous m'en laissez. Et si vous me dites je vous confie toute ma vie, il y a intérêt à ce que je sois quelqu'un de confiance. Mais je veux dire, c'est déjà une preuve de confiance, à minima, de confier ne serait-ce que ses émotions. Ou quelqu'un qui va avoir de l'émotion pendant une séance, qui va pleurer, etc., c'est qu'il me fait confiance d'oser pleurer en ma présence. Vous voyez? Et en fait, ça tient à ça. Et ça tient toujours, effectivement, c'est une question éthique. Se rendre compte que quand on est thérapeute, on a du pouvoir sur les gens, on a de l'influence sur les gens. C'est un fait, les gens nous donnent du pouvoir sur eux. Il faut être très attentif et préoccupé à ne pas abuser de notre pouvoir. Voilà. Et concernant l'auto-hypnose, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est un peu? À quoi ça sert? Alors, l'auto-hypnose, c'est très utile pour rendre autonome un patient, pour qu'il ait moins besoin de moi pour maintenir. Et puis, ça sert aussi à ce qu'il puisse faire une séance d'hypnose au moment où il en a vraiment besoin. S'il a besoin de faire de l'auto-hypnose, disons, pour s'endormir, moi, je vais pas aller lui faire une séance à 23h à côté de son lit. Ça va pas le faire. À cette heure-là, je travaille plus. Donc, c'est bien qu'il puisse emporter. C'est le coupon détachable, l'hypnose. Il va emmener quelque chose avec lui. Donc, c'est bien pour apprendre l'auto-hypnose d'avoir été initié par quelqu'un. C'est plus facile après l'avoir fait avec quelqu'un. Ça peut s'apprendre seul aussi, mais en gros, l'auto-hypnose, oui, c'est l'hypnose qu'on se fait à soi-même. On va essayer de s'auto-influencer pour entrer dans cet état de conscience et soit résoudre un problème, soit simplement remettre les compteurs à zéro, ou viser un objectif particulier, comme la détente, ou au contraire, comme l'énergie, comme... voilà. Dernière question, si on veut devenir thérapeute, hypnothérapeute, quelle formation il faut suivre? Est-ce que comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tout. Il y a de tout et aussi n'importe quoi. Donc alors c'est une question pas simple, parce que l'hypnose n'est pas réglementée en France. Il n'y a pas de législation sur l'hypnose. Donc n'importe qui peut dire qu'il est hypnotiste, hypnothérapeute, hypno quelque chose. Ça n'est absolument pas protégé. Voilà. Donc vous, demain matin, vous n'avez plus envie de faire des podcasts, vous voulez faire de l'hypnose, vous avez le droit de visser une plaque, même sans aucune formation, personne ne viendra contrôler ça, et d'écrire je suis hypnothérapeute. Voilà, donc ça, c'est un problème. Parce que du coup, il y a, si vous voulez, d'un côté,
vous avez effectivement les professions soignantes qui se forment à l'hypnose. Alors, ça ne veut pas dire que leur formation à l'hypnose est bonne ou pas bonne. Il y a des bonnes et des moins bonnes formations. Hein. Mais souvent, les gens, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui vont se tourner vers des soignants pour mettre la ceinture de sécurité. Pour dire, bon, je suis allé voir quelqu'un qui faisait de l'hypnose, mais bon, j'étais rassuré parce qu'il était médecin, parce qu'il était psychologue, parce qu'il était dans une profession réglementée. Donc il y a des gens qui vont jouer cette sécurité-là. Ça ne veut pas dire forcément que la séance d'hypnose sera meilleure, mais vous aurez cette espèce de ceinture de sécurité en vous disant j'avais confiance dans le fait qu'il était médecin ou psychiatre, ou etc. Mais effectivement, il y a beaucoup, et il y en a beaucoup d'hypnothérapeutes non soignants. Il y en a énormément. Et c'est très difficile de savoir, parce que les formations étant très inégales, donc il y a des gens qui ont très peu de bagages, et il y a des gens qui sont des thérapeutes hors pair, qui sont des thérapeutes géniaux. Donc c'est très difficile de savoir. Donc non, c'est pas réglementé. C'est quand même une profession qui met en jeu la relation, la thérapie, et du coup, ça nécessite d'être formé comme il faut, je pense. Même si on n'est pas dans les thérapeutes qui sont des soignants, faut pas se contenter d'une petite formation de quelques jours, parce que c'est pas juste une technique, parce que c'est une relation, parce qu'il y a une éthique, parce que voilà. Donc c'est très difficile. Donc c'est pas facile de se faire une idée. On peut se laisser guider parfois par le bouche à oreille. On peut aussi essayer d'aller voir un thérapeute, mais en restant circonspect, en faisant attention, en ayant Après, la plupart des thérapeutes sont pas dangereux. Hein, je pense pas que c'est C'est juste que si on n'est pas assez bien formé, on peut pas assez bien résoudre le problème. Donc il n'y a pas vraiment de comment on fait pour devenir hypnothérapeute. Pour l'instant, en France, il n'y a pas de loi. Il y a aucun cursus du coup qui est proposé de manière plus ou moins officielle. Non, parce que du côté de la médecine, si vous voulez, dans le meilleur des cas, c'est considéré comme une compétence complémentaire auquel les médecins ou les infirmiers ou les psychologues vont se former par eux-mêmes, pour eux-mêmes, comme ils se formeraient à n'importe quelle autre technique un peu complémentaire, comme si quelqu'un voulait se former à la relaxation, à la méditation de pleine conscience pour aider les patients ou je ne sais quoi. Et du côté non soignant, c'est vu un peu comme toutes les techniques du milieu du bien-être, quoi, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de... ce qui des fois pose question, parce qu'on sait que ça va résoudre d'autres choses quand même, l'hypnose, mais qui est parfois mis dans le même grand panier que, j'en sais rien moi, la sophrologie, le reiki, tout ce que vous voulez, puis on va trouver aussi, pourquoi pas, l'éducation positive, le yoga, et on va mettre tout ça dans un même grand panier du bien-être. C'est très compliqué de savoir, voilà, donc quand on va confier son psychisme dans les bras de quelqu'un, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir confiance et faire attention à savoir qui on va voir. Et il y a vraiment des gens de très grande qualité, mais il y a beaucoup de gens formés, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a aussi des écoles de formation, entre guillemets, qui ont exploité ce filon, puisqu'il n'y avait pas de législation, et qui ont donc fait beaucoup de pubs dans le sens, vous voulez apprendre un nouveau métier intéressant, formez-vous à l'hypnose. Et ils ont formé tellement de monde qu'aujourd'hui, la plupart des gens formés n'en vivent pas, en vérité. Il y a plein de gens qui ont été formés, qui n'ont jamais réussi à lancer complètement leur activité. Enfin, c'est assez compliqué. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Dr Ayou. De rien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.